Hello, je suis Aline, coach business chez The Bee Boost. Après des années de freelance en tant que retoucheuse photo, je suis devenue coach business et j'aide désormais les entrepreneurs à booster leur entreprise. Si vous êtes à la recherche de stratégies, d'astuces, de retours d'expérience, de partage et d'une bonne dose de bonne humeur, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage tout pour vous inspirer au quotidien, vous aider à atteindre tous vos objectifs et faire en sorte que vous puissiez développer le business de vos rêves. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello à tous et bienvenue dans l'épisode 276 du podcast Je peux pas, j'ai business. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui, je vais vous cuisiner avec cet épisode sur un sujet qui sort peut-être un petit peu des clous de ce que j'ai l'habitude de couvrir en termes de thématiques, mais on va plonger dans un sujet qui me passionne en ce moment puisqu'on va parler de cerveau humain, de psychologie, de biais cognitifs, de circuits neuronaux et autres réjouissances. Et croyez-moi, je pense qu'il va y avoir des belles prises de conscience qui vont se dérouler pendant cet épisode. Notre cerveau humain est complexe et incroyablement intéressant et aujourd'hui, je vous propose de plonger un petit peu dans ses méandres. Évidemment, je suis coach business, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais mes recherches personnelles, mes différentes lectures et autres consommations de contenu ont fait que je me suis énormément intéressée au sujet récemment et j'avais très envie d'en parler avec vous. Donc, au programme de cet épisode, on va d'abord voir qu'est-ce qu'un biais cognitif, parce que souvent c'est une expression qu'on entend sans vraiment trop savoir ce qui se cache derrière. On va parler ensuite de quand est-ce que notre cerveau est le plus sujet aux biais cognitifs. Je vous parlerai ensuite des biais cognitifs les plus répandus en entrepreneuriat, ceux qui nous jouent des tours. Et au final, notre conclusion / dernière partie sera autour du fait de est-ce qu'il faut chercher à supprimer ces biais cognitifs, comment est-ce qu'on peut s'en débarrasser. C'est parti avec la définition d'un biais cognitif. Parce que je ne sais pas vous, mais de mon côté, c'est un mot, en tout cas une expression que j'ai très souvent entendue, beaucoup vu employée, mais sans avoir exactement conscience de ce dont il s'agissait. Je veux dire, j'avais une idée globale, mais sans savoir exactement ce à quoi ça correspondait. Donc, si je devais, pour ceux du fond de la salle, redonner une définition qui, j'espère, va clarifier les choses pour vous, un biais cognitif, c'est un raccourci qui est employé par notre cerveau pour traiter une information et prendre une décision. Donc en fait, c'est le mécanisme de prise de décision de notre cerveau, souvent inconscient, où il va sélectionner des informations sur une situation ou une donnée précise, il va sélectionner des réponses possibles et il va faire un circuit de information vs réponse. Quand il se passe A, ça veut dire que je déploie B. Et notre cerveau, depuis notre naissance, construit ces fameux circuits neuronaux. C'est-à-dire qu'à travers notre éducation, à travers notre observation du monde extérieur qui nous entoure, à travers nos expériences passées, notre cerveau va se dire « Ok, quand il se produit X chose, la réaction appropriée, c'est Y ». Sauf que déjà là, on voit en quoi la notion de biais, qui donne le mot biaisé, intervient puisque du coup ces circuits, ces raccourcis neuronaux créés de quand il se passe A, la réaction appropriée c'est B ou la réponse appropriée c'est B, eh bien ça provient de choses qui sont complètement subjectives, c'est-à-dire notre éducation, notre observation du monde, nos expériences passées, nos croyances, nos valeurs qui évidemment différencient complètement d'un individu à l'autre, même parfois d'une culture à l'autre aussi. La question qu'on se pose donc, c'est pourquoi est-ce que notre cerveau fonctionne tout ça ? Eh bien tout simplement parce que ça permet à notre cerveau de survivre et de prendre le moins de ressources possible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre une grosse bande passante ou alors énormément d'énergie, sous le sens calorique du terme, pour prendre une décision parce que le raccourci aura déjà été créé. Et l'idée pour notre cerveau, qui, on le rappelle, est quand même resté coincé quelques milliards d'années en arrière, c'est de se dire « Ok, comment je survis en prenant une décision la plus rapide ?» C'est-à-dire que si je vois un tigre aux dents de sabre, je sais qu'il va falloir que je m'en aille, il va falloir que je m'enfuis. Je ne vais pas prendre le temps de me dire « Attends, qu'est-ce qui se passe ? Avant, j'avais tendance à m'enfuir, mais est-ce qu'on ne reconsidérerait pas l'action à produire dans ce cas-là ?» Non, notre cerveau, il se dit « La survie, c'est tigre égale fuite, par exemple. » Ou alors, si je dois donner un exemple un petit peu plus moderne aujourd'hui, si pour vous, vous avez grandi dans un contexte familial où on critiquait ceux qui réussissent, vous avez vu votre environnement, ça peut être vos parents, votre famille, en tout cas les figures parentales qui vous ont entouré, critiquer toutes les personnes qui réussissaient, critiquer les riches, critiquer les millionnaires, dire que c'était des personnes qui s'enrichissaient sur le dos des autres, etc. Et bien pour vous, les circuits neuronaux qui se créent à ce moment-là, c'est réussir égale être critiqué. Ou alors, la réussite ressemble à ça. Et tout au long de notre vie, l'objectif de notre cerveau, c'est de créer le plus de raccourcis possible, et donc le plus de biais cognitifs possible, pour optimiser son fonctionnement au quotidien, prendre des décisions plus rapidement, en mode automatique, et surtout prendre le moins de bandes passantes possible,
et consommer le moins d'énergie possible pour en garder potentiellement pour des situations d'urgence, des situations perçues comme étant des situations de danger. Petite parenthèse, c'est aussi pour ça qu'il y a un adage qui dit souvent qu'il faut 30 ou 40 jours pour implémenter une nouvelle habitude, parce que c'est le temps pour notre cerveau de créer un nouveau biais cognitif de cette habitude, c'est le quotidien, ça rentre dans le mode pilote automatique. Sauf que du coup, vous voyez un petit peu venir le problème. Ces circuits neuronaux, donc ces biais cognitifs, peuvent nous jouer des tours parce que, ils sont basés parfois sur des choses infondées, qui sont des peurs ou des expériences passées, mais qui ne sont absolument pas représentatives d'une réalité ou d'une majorité. Ces biais cognitifs sont influencés aussi par nos émotions. Exemple, quand on a peur d'être jugé sur les réseaux sociaux, c'est de l'émotion. Quand on a peur de publier parce qu'on a peur d'être critiqué, c'est de l'émotion. Et nos biais cognitifs sont influencés aussi par notre vision du monde, le prisme qu'on a sur le monde qui nous entoure. Exemple, si vous grandissez dans un contexte familial, sociétal, éducationnel ou qui est très à gauche sur l'échelle de la politique, peut-être que vous allez grandir avec ce biais cognitif de c'est mal de gagner de l'argent ou c'est mal d'avoir beaucoup d'argent sans en faire bénéficier la communauté. Alors je m'excuse d'avance auprès de ceux d'entre vous qui sont très politiques et qui sont passionnés par le sujet parce que je viens de faire un énorme raccourci qui pourrait être d'ailleurs un biais cognitif, n'est-ce pas ? Mais c'était pour illustrer mon exemple. Il faut savoir qu'au quotidien, votre cerveau a 2 modes. Il y a le mode automatique et le mode adaptatif. Le mode automatique, c'est le mode qui est gouverné par nos biais cognitifs. C'est un mode qui est inconscient, comme par exemple le fait de respirer. Vous n'ordonnez pas à votre cerveau tous les 3-4 secondes de prendre une inspiration. C'est quelque chose qui se fait complètement automatiquement. Et heureusement qu'on a ce mode automatique, parce que sinon ça nous prendrait une bande passante incroyable au quotidien, ne serait-ce que de marcher, mettre un pied devant l'autre, respirer, cligner des yeux et tout ce qu'on fait inconsciemment au quotidien. Il faut savoir que ce mode automatique, c'est 90 à 98% de notre quotidien, de nos pensées, de nos réactions, de nos émotions, etc. L'autre mode, c'est le mode adaptatif. C'est quand il se produit quelque chose que notre cerveau ne connaît pas, quand il se produit par exemple une nouvelle opportunité, il va falloir trouver une réponse adéquate. Et la réponse adéquate, cette réflexion que va avoir notre cerveau en disant « Ah, dis donc, ça c'est nouveau, je ne connais pas, comment est-ce que je l'interprète ?» Ça nous demande beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus de temps. C'est pour ça que ça représente à peu près 5 à 10% maximum de nos journées, de notre quotidien. Et là où les biais cognitifs se créent, c'est quand on est dans ce mode adaptatif où justement on est face à une situation inédite qu'on rencontre pour la première fois. Exemple, une nouvelle opportunité, un client qui nous démarche avec une demande qu'on n'avait jamais eue avant. Là, notre cerveau va essayer de trouver une réponse la plus rapide et logique possible en se basant sur nos expériences passées, sur notre vision du monde, sur nos émotions, sur nos croyances, sur nos valeurs, sur notre situation actuelle, sur notre éducation, sur plein de choses. Et c'est là où les biais cognitifs peuvent jouer un rôle positif ou alors un rôle négatif. Et c'est là où c'est intéressant d'être un petit peu plus neutre et objectif sur sa prise de décision, prendre le temps aussi de réfléchir tranquillement, pas de prendre de décision dans l'urgence pour justement éviter d'être biaisé. Donc voilà un petit peu pour cette définition / exploration du concept de biais cognitif. J'espère que c'est beaucoup plus clair, en tout cas sur le papier. Parlons un petit peu maintenant de la réalité. Quand est-ce que nous sommes principalement victimes de nos biais cognitifs ? Pour ça, je vais citer un article que j'ai découvert en construisant cet épisode de podcast, qui est un article du blog de Skills Days, qui est très très bien fait sur le sujet. Je vous mettrai le lien en description de cet épisode de podcast, qui nous dit que la majorité du temps, et c'est normal, nous sommes victimes de nos biais cognitifs. C'est-à-dire que 95% de nos décisions quotidiennes, nous les prenons via des biais cognitifs. Et encore une fois, un biais cognitif n'est ni positif ni négatif, puisqu'il résulte juste d'un apprentissage et d'une vision du monde, et que c'est normal de fonctionner de cette manière-là. De la même manière que c'est normal de marcher ou de respirer inconsciemment, c'est notre cerveau qui est construit comme ça. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des cas très particuliers dans lesquels nos biais cognitifs ont tendance à prendre une place qui potentiellement ne devrait pas être la leur. C'est-à-dire qu'on prend des décisions via des biais cognitifs et des décisions parfois trop rapides, trop impulsives, dans certaines situations, qui sont les suivantes. La première, c'est quand on se trouve face à une énorme charge mentale, une énorme surcharge d'informations, et que dans ces moments-là, on est en mode pilote automatique, on prend la première décision qui nous vient en tête, qui est souvent celle qui nous paraît la plus logique, la plus rapide et qui nous prend le moins de bande passante. Ça, c'est le genre de situation où souvent on peut être biaisé par nos biais, c'est le cas de le dire, cognitifs. La deuxième situation où on a tendance à être particulièrement victime de nos biais cognitifs, c'est face à un sentiment d'urgence. Quand il y a urgence, on réfléchit instinctivement et souvent on réfléchit et on réagit à chaud.
Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est positif ou que c'est négatif, que c'est bien ou que c'est pas bien. Quand quelqu'un devant nous est en train de se noyer, notre réflexe premier va être soit d'appeler à l'aide, soit de plonger pour aller l'aider. Ça, c'est un biais cognitif. Parce qu'on pourrait se dire, peut-être qu'un de nos réflexes pourrait être de danser la salsa en le regardant. Évidemment que ce n'est pas ce que je vous conseille, mais pourquoi pas ? En vrai, on est libre de faire ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, mais sur le moment, face à l'urgence de la situation, on réagit via nos biais cognitifs. Encore une fois, la notion d'urgence est très subjective. Il y a peut-être des moments dans votre business où vous vous sentez en situation d'urgence. Par exemple, un client pas content qui vous demande un retour et que le retour doit être fait hier, c'est-à-dire urgemment là maintenant tout de suite. Vous allez peut-être traiter ce retour avec beaucoup d'émotions. Vous allez peut-être réagir de manière un peu virulente intérieurement, même si ce n'est pas exprimé. Et vous allez peut-être opter pour des solutions qui ne sont pas les solutions les plus optimales. CF, le nombre de situations où, je ne sais pas si ça vous arrive, j'espère que oui, sinon ça veut dire que c'est vraiment moi qui suis bizarre, mais des fois, on réagit violemment pendant une discussion, ou alors on dit quelque chose sous le coup de l'émotion, et en fait, quand on y réfléchit à tête reposée le lendemain, on se dit « mais pourquoi j'ai dit ça ? Pourquoi j'ai réagi comme ça ?» Et on se refait la discussion, on se refait la dispute, on se refait le scénario dans notre tête encore et encore et encore. C'est parce que sur le moment, on a réagi au travers de nos biais cognitifs, mais aussi, évidemment, à travers nos émotions, nos triggers, notre inconscient, tout est lié. Donc, on est victime de nos biais cognitifs, particulièrement en période de grosse charge mentale ou quand on a une surcharge d'informations, ou alors quand on est face à une situation d'urgence. Le troisième scénario où on peut être particulièrement victime de nos biais cognitifs, c'est lorsqu'on est dans une situation de manque de sens. Quand on ne comprend pas le sens de ce qu'on fait, on va se mettre en mode pilote automatique et on va interpréter le monde à travers nos biais cognitifs. Tout ça pour vous dire, vos biais cognitifs, et nos biais cognitifs, parce que je me mets dans le même sac que tout le monde, gouvernent la majorité de nos quotidiens. Mais il y a quand même des moments et des situations particulières qui sont celles que je viens de vous citer, où on devrait être, je trouve, un petit peu plus attentif à ce qui se passe en nous avant de passer à l'action trop rapidement ou alors avant de prendre des décisions qui ne seraient pas potentiellement les meilleures. Ce qui m'amène à la partie la plus intéressante de ce podcast, qui est quels sont les biais cognitifs les plus répandus en entrepreneuriat qui nous jouent des tours au quotidien. Il faut savoir qu'il existe des centaines de biais cognitifs. J'ai fait pas mal de recherches, il y en a qui disent qu'il en existe 200, 250, 300, 400, bref. Et il en existe des centaines, et je mettrai ma main à couper qu'on en découvre encore chaque jour, chaque année. Mais voici les plus répandus, et ceux que j'observe le plus en entrepreneuriat. Tous ne sont pas négatifs. Il y a des biais cognitifs qui sont très positifs pour vous. Par exemple, si je pense que je suis la meilleure et que je vais réussir et que les planètes sont alignées, c'est un biais cognitif parce que finalement, concrètement, rien ne me le prouve. Je n'ai pas eu une preuve globale et universelle de ça, mais ça va me donner une pêche d'enfer et ça va me donner une niaque et ça va me donner une persévérance. Donc, un biais cognitif peut être 100% positif. Il peut être aussi négatif. Il faut juste partir du fait qu'en fait, c'est une information neutre, mais qui, selon la manière dont vous allez le vivre, selon le contexte, les circonstances, va pouvoir avoir des répercussions positives ou négatives. Donc, la liste des biais cognitifs que j'observe le plus souvent chez les entrepreneurs. Le premier, c'est le biais de simple exposition. Le biais de simple exposition nous dit qu'une chose nous fait moins peur et une chose est perçue comme plus positive une fois qu'on y a été exposé une première fois. L'exemple qui me vient tout le temps en tête, c'est faire sa première story sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, ou alors poster son premier post. On se fait une montagne de notre premier post, quelle que soit la plateforme, le réseau social, ou de notre première story, alors que plus on y a été exposé, plus on l'a fait, plus ça devient normal et naturel jusqu'à devenir complètement routinier. Donc ça, c'est le biais de simple exposition. Le premier devis qu'on doit réaliser pour un client, si je vous demande, souvenez-vous de votre premier devis, je pense que tout le monde s'en souvient ici, il est beaucoup plus impressionnant, beaucoup plus effrayant que le 100e devis ou que le 10e devis que vous êtes amené à réaliser. Biais de simple exposition. Le second biais, c'est le biais de négativité, que beaucoup d'entre nous connaissons. C'est quelque chose qui est très répandu, on en parle souvent. C'est le fait de se concentrer et de retenir le négatif plutôt que le positif. Ça, c'est un gros biais de notre cerveau. Notre cerveau est câblé pour retenir les informations négatives qui sont, dans notre langage de cerveau préhistorique, étant perçues comme des menaces. Il vaut mieux se souvenir des choses dangereuses / menaçantes que des choses qui nous rendent heureux. Mais le biais de ça, c'est que, encore une fois, sur les réseaux sociaux, quand vous avez 10 personnes qui adorent ce que vous faites, mais une personne qui vous critique, qu'est-ce que va retenir votre cerveau ? Évidemment, la critique. Et parfois, juste de conscientiser qu'il s'agit d'un biais de réflexion et non pas d'une réalité, que ce n'est pas parce qu'une personne vous a critiqué sur 10 qui vous ont adoré que ça veut dire que c'est ça qu'il faut retenir. Juste le fait de savoir que c'est un fonctionnement normal de notre cerveau, mais que ça ne veut pas dire que c'est représentatif de la réalité pour autant, je trouve que ça décomplexe quand même beaucoup.
Le troisième biais, c'est le biais d'ancrage. Le biais d'ancrage, c'est que la première impression qu'on a d'une personne, d'une situation, d'une information est souvent celle qu'on retient. Et là, je fais une petite dédicace à toutes ces personnes qui disent au quotidien « Non, mais moi, j'ai une trop bonne intuition, j'arrive à cerner directement une personne dès que je la vois. » Mais ça, c'est un biais d'ancrage. C'est-à-dire que la première impression que vous avez de quelqu'un, vous vous dites « C'est la bonne impression que j'ai. » Si c'est une impression négative, c'est-à-dire que vous n'allez pas aimer cette personne. Si c'est une impression positive, vous allez adorer cette personne. Et si je continue sur mes exemples autour des réseaux sociaux, parce que je trouve que ça se prête bien au biais cognitif pour plein de raisons, si la première fois que vous postez sur LinkedIn, vous êtes encensé, il y a plein de gens qui disent « Ouais, c'est trop bien ce que tu fais, votre post devient un peu viral, a beaucoup d'engagement », vous allez vous dire « Ouais, LinkedIn, c'est une trop bonne plateforme ». Si, à contrario, vous postez pour la première fois sur LinkedIn et vous prenez des critiques, ou alors que vous prenez zéro réaction, vous allez en tirer des conclusions que LinkedIn, c'est de la merde, c'est pas fait pour vous, que vous êtes nul, etc. Biais d'ancrage, à savoir la première impression devient celle qu'on retient. Et ça, évidemment, c'est un biais cognitif qui peut être dangereux parce que ça va à l'encontre et à l'inverse du discours qu'il faudrait se tenir en entrepreneuriat de persévérer, de tester, d'échouer, de recommencer et de ne pas s'arrêter au premier résultat, au premier test ou à la première impression. Le quatrième biais, c'est le biais d'autocomplaisance que je vois beaucoup chez certains entrepreneurs. Alors celui-là va piquer un petit peu. Il ne concerne pas tout le monde, mais peut-être que certains d'entre vous vont quand même se sentir un petit peu appelés par ça. Le biais d'autocomplaisance, c'est qu'on s'attribue ses réussites, mais on se déresponsabilise de ses échecs. Ce sont ces personnalités qui, dès qu'il y a quelque chose qui va fonctionner, vont se dire intérieurement ou même vont le dire à voix haute, oui, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça, etc. Par contre, en cas d'échec, c'est des personnes qui vont se déresponsabiliser, qui vont trouver des raisons extérieures pour lesquelles ça n'a pas fonctionné. Non, mais ça n'a pas fonctionné parce que le marché est saturé, ça n'a pas fonctionné parce que les gens sont bêtes, ça n'a pas fonctionné parce qu'un tel a posté tel post avant moi et que du coup, forcément, moi, ça ne pouvait pas fonctionner. Et qui vont vraiment trouver des excuses sur le fait que ce qu'ils font n'a pas fonctionné ou ce qu'ils ont tenté n'a pas fonctionné. Alors évidemment, je ne suis pas en train de vous dire que tout ce qui vous arrive, que vous percevez comme un échec, est entièrement de votre responsabilité. Évidemment qu'en fonction de la chose en question, du scénario, de votre contexte et de plein d'autres facteurs, ça peut l'être ou ne pas l'être. Mais attention au biais d'autocomplaisance, où on a tendance parfois à se déresponsabiliser de ce qu'on perçoit comme des échecs. Parce que du coup, ça veut dire qu'on ne va jamais chercher à s'améliorer. Le biais suivant, c'est le biais de confirmation. Très dangereux, celui-ci, je trouve, en entrepreneuriat. Le biais de confirmation, c'est qu'on va chercher et retenir tout ce qui confirme une pensée ou une croyance qu'on a en tête. Et à contrario, on va rejeter tout ce qui va à l'encontre. Par exemple, si vous avez un biais de confirmation que pour réussir sur les réseaux sociaux, il faut automatiquement se montrer, il faut automatiquement jouer les influenceurs, il faut automatiquement partager sa vie personnelle, etc. Eh bien, vous allez retenir, et votre cerveau, inconsciemment, via ce biais de confirmation, va chercher et retenir toutes les personnes qui ont une grosse visibilité sur les réseaux sociaux et qui font ça. Et quelque part, vous allez ne pas regarder, consciemment ou inconsciemment, ou même pas ne pas chercher des exemples qui vous prouvent le contraire, alors que si ça se trouve, il y en a même plus qui réussissent d'une autre manière. Sauf qu'à partir du moment où vous êtes mis en tête que c'est pas possible parce que telle chose, ou que alors si je veux atteindre tel résultat, il va falloir avoir tel comportement, eh ben vous allez chercher un biais de confirmation par rapport à ça. Autre exemple aussi très parlant, c'est que quand quelqu'un décide que c'est une période où il a la poisse, où c'est pas sa période, c'est pas son année, c'est pas son moment, il va chercher une confirmation à travers toutes les petites choses, les petits tracas du quotidien qui vont pouvoir lui arriver comme étant une confirmation de « Ah bah oui, c'est pas pour moi, c'est pas mon moment, c'est pas ma période, c'est la merde en ce moment, etc. » Et à l'inverse, on a aussi le biais de confirmation, mais effet positif cette fois-ci, qui est en ce moment très tendance sur TikTok sous le nom de Lucky Girl Syndrome, qui est le fait du syndrome de la fille chanceuse. À force de se répéter à quel point on a de la chance, à quel point c'est exceptionnel, à quel point il n'y a que des bonnes choses qui nous arrivent, eh ben on va avoir un biais de confirmation qui se crée autour de ça, et qui va du coup résulter en, on va dire presque de la manifestation pour les plus spirituels, ou alors juste le fait d'arriver à détecter des nouvelles opportunités ou à saisir des nouvelles opportunités beaucoup plus facilement. Donc encore une fois, notre biais et les pensées qu'on articule consciemment ou inconsciemment autour de ça peuvent avoir de vrais effets positifs ou négatifs dans notre cerveau en fonction de ce qu'on se raconte. Notre biais suivant, c'est le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est le fait de se concentrer sur ceux qui ont réussi plutôt que sur la majorité des cas, et d'en tirer des conclusions. Je reprends mon exemple de personnes qui ont une grosse visibilité sur les réseaux sociaux.
Si vous faites des recherches sur les réseaux sociaux en vous disant « Ok, qu'est-ce qu'il faut pour réussir en business ? Qu'est-ce qu'il faut pour avoir plein de clients et pour vivre confortablement de son activité ?» Et que là, toutes les personnes que vous voyez en ligne sont des personnes qui ont une grosse communauté sur les réseaux sociaux, qui se montrent, qui montrent leur visage, leur vie perso. Biais du survivant, vous allez vous dire, pour réussir, il faut avoir une grosse communauté, il faut se montrer et il faut montrer son visage. Et là, vous allez considérer les survivants, c'est-à-dire les personnes qui sortent du lot, et non pas la majorité des cas. Donc attention aux conclusions hâtives qu'on pourrait tirer en se basant sur les exceptions, en se basant sur les cas particuliers, et en faisant des généralités plutôt qu'en allant chercher un petit peu plusieurs informations et ensuite les recouper entre elles. Le biais suivant, c'est le biais du statu quo qui est également énormément répandu en entrepreneuriat. Le biais du statu quo, il stipule que la nouveauté est perçue comme un risque et présente plus d'inconvénients que d'avantages, plus de risques que d'avantages, et que du coup, il vaut mieux de rester comme on est. C'est-à-dire qu'on développe une vraie résistance au changement, parce qu'on est sûr que changer a plus de risques de mal se passer que de bien se passer. Donc ça, c'est le biais du statu quo qui, évidemment, j'ai même pas besoin de vous expliquer pourquoi, est dangereux quand on est entrepreneur, parce qu'on va se complaire dans notre zone de confort et refuser d'en sortir par peur et par croyance que sortir de sa zone de confort, c'est forcément courir plus de risques que de chances que ça se passe bien. Le biais suivant, dont vous avez également certainement entendu déjà parler au travers des réseaux sociaux ou autres, c'est le syndrome de Dunning-Kruger. Moi, je l'adore parce que je le vois tout le temps, y compris chez moi. C'est un syndrome qui nous dit qu'en fait, quand on se lance dans une nouvelle thématique ou dans une nouvelle aventure, on va avoir une courbe d'apprentissage qui va être très particulière. Au tout début, on va très vite apprendre et vouloir progresser et on va très vite penser que ça y est, on a fait le tour, on maîtrise, on est les chefs, etc. Et donc, au début, on a une espèce de courbe de croissance et de confiance en nous sur le sujet ou la thématique qu'on commence à apprendre et à intégrer. Cette courbe va monter très vite jusqu'à atteindre cette dénomination qui est très commune sur la courbe de Dunning-Kruger qui s'appelle la montagne de la stupidité, où c'est des gens qui savent peu de choses sur un sujet, qui ne sont pas du tout experts, mais comme ils ont commencé à se renseigner sur la question, ils pensent qu'ils ont tout compris, ou ils ont une espèce d'excès de confiance sur le sujet. Et en fait, très vite, quand ils arrivent à passer ce stade-là, parce que des fois il y a des gens qui restent coincés sur la montagne de la stupidité à vie, très vite, ils vont se rendre compte qu'en fait, tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils ne savent rien, et qu'ils ne faisaient que dégrossir la partie émergée de l'iceberg. Et là, il y a une dégringolade qu'on appelle la chute de la réalité jusqu'à atteindre la vallée de l'humilité, où on se rend compte, encore une fois, que ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien, et que plus on va monter en compétences, plus on va se rendre compte de combien on en sait vraiment, et pas combien on croit savoir, et moins on va se sentir expert. Et ensuite, la courbe remonte de manière logique cette fois-ci, où on va avoir une montée en apprentissage et ce qu'on appelle le plateau de la consolidation, où là, on devient vraiment expert de notre thématique. Donc, le syndrome de Dunning-Kruger, qui est très connu aussi, c'est le fait de penser qu'on devient très vite expert dans une thématique ou sur un sujet particulier, juste parce qu'on y a passé un peu de temps, parce qu'on l'a un peu potassé, on a lu un bouquin, on a écouté 3 épisodes de podcast, et ça y est, on pense qu'on a fait le tour. On réfléchit de manière très caricaturale et contrastée, sans prendre en compte les nuances et l'expertise, l'expérience, les tests. Et souvent, les jeunes entrepreneurs, quand ils se lancent dans une thématique, sont victimes du syndrome de Dunning-Kruger. Mais c'est normal, encore une fois, c'est un biais de notre cerveau. On est tous passés par là, et moi, la première. Le biais cognitif suivant s'appelle l'effet IKEA. L'effet IKEA, c'est qu'on a tendance à accorder une valeur supérieure aux produits qu'on a partiellement créés. CF, les meubles IKEA, où on les monte nous-mêmes, et comme on participe, comme on s'investit, on a tendance à y accorder une valeur supplémentaire. Un exemple tout bête que je pourrais vous citer, ce sont les lead magnets, c'est-à-dire ces contenus gratuits que vous téléchargez un peu n'importe où sur Internet en échange de votre adresse mail. Donc tout le monde ici, je pense, c'est déjà inscrit pour recevoir un template, un PDF ou quelque chose par mail, y compris dans l'écosystème The Bee Boost, parce que je l'utilise très souvent moi aussi en tant que stratégie marketing. Et là, généralement, on télécharge ces contenus et ils finissent au fin fond de notre dossier téléchargement ou alors au fin fond de notre dossier lead magnet quand on est un petit peu organisé. Mais c'est très rare qu'on les ponce, c'est très rare qu'on applique ce qu'on y apprend et c'est très rare même parfois qu'on les consomme. VS quelque chose auquel on a activement participé, y compris financièrement, c'est-à-dire quelque chose qu'on a payé, là on va avoir une implication beaucoup plus grande dans quelque chose dans lequel on a investi, financièrement, en termes de temps, d'énergie, etc. Donc ça c'est l'effet IKEA. Quand on investit dans quelque chose, et investissement ça peut être financier mais pas que, on va accorder une valeur supérieure. D'où pour vous aussi l'importance de comprendre que un vrai contenu qualitatif qui apporte une vraie transformation,
Ça peut être intéressant pour vous d'en faire quelque chose de payant. Tout n'a pas forcément besoin d'être gratuit, tout simplement parce que les gens ne vont pas s'impliquer pareil qu'ils investissent ou non dans votre business ou dans ce contenu-là. Le biais suivant, c'est le sophisme génétique. Donc là, on touche un tout petit peu du bout des doigts à la philo, mais le sophisme génétique, pour rester très basique dans mon explication, vulgariser les choses et pas commencer à partir dans des grands concepts philosophiques, c'est la tendance qu'on a à juger le contenu en fonction du contenant. De la même manière qu'on peut juger le message en fonction du messager, de juger le fond en fonction de la forme. Et là, l'exemple qui nous vient tout de suite en tête, c'est que en fonction de qui dit une information, on va porter un jugement dessus, alors que l'information peut être vraie ou fausse. Mettons, si demain, un influenceur de télé-réalité que vous détestez dit une information sur l'astrophysique, il y a de grandes chances que vous rigoliez et que vous disiez « mais de quoi il parle celui-là ?» ou « de quoi elle parle celle-là ?» et dire comme c'est quelqu'un décervelé, et moi-même je suis victime d'un biais en me disant qu'un influenceur de télé-réalité est forcément décervelé, parce que c'est pas vrai pour tout le monde, c'est un vrai biais de penser ça. Mais du coup, parce que c'est cette personne-là qui va nous dire cette information-là, on va se dire « mais de quoi il nous parle ?» et n'y accorder aucun crédit. VS, si demain, la même information, vous l'entendez de la bouche d'un astrophysicien, d'un rapport du CERN ou de quoi que ce soit, là, vous allez y accorder beaucoup plus de crédibilité. L'information peut être la même, strictement, mais vous allez juger la qualité de cette information de par le messager, de par le contenant, plutôt que de par l'information en elle-même. Ensuite, notre biais suivant, c'est le biais de représentativité. Le biais de représentativité qu'on connaît énormément au quotidien sur des sujets d'actualité, de politique, d'économie, etc., c'est de considérer un ou certains éléments comme représentatifs d'une situation à part entière. Exemple, si demain quelqu'un vous dit, ou si demain je vous dis, tous les entrepreneurs qui réussissent lisent énormément ou lisent beaucoup de non-fiction et de livres de développement personnel et se forment sur le sujet, etc., vous allez faire un raccourci dans votre tête, biais cognitif de lire beaucoup égale réussir en entrepreneuriat. Alors que bien évidemment, l'équation de la réussite est beaucoup plus complexe que le simple niveau de lecture ou volume ou qualité même de lecture, et surtout que ça veut rien dire, et qu'il y a certainement des dizaines, pour ne pas dire des centaines de milliers d'exemples de personnes qui réussissent sans avoir jamais lu un seul bouquin de leur vie. Ensuite, on arrive au biais de disponibilité. Le biais de disponibilité, c'est le fait de ne pas chercher d'autres informations que celles immédiatement disponibles ou très rapidement disponibles. C'est quand on souhaite quelque chose, par exemple, vous voulez acheter quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose, vous allez peut-être passer quelques secondes à faire une recherche sur Google ou sur un réseau social ou autre, et ensuite prendre votre décision en fonction des premiers résultats que vous allez trouver. Donc ça, c'est le biais de disponibilité, je me base sur les informations que j'ai disponibles autour de moi. Évidemment, c'est quelque chose qui est neutre, c'est ni bien ni mal. En fonction du temps qu'on a devant nous et peut-être de l'importance du choix ou de l'information qu'on cherche, on va tendance à y passer plus ou moins de temps, à creuser plus ou moins le sujet. Mais souvent, quand vous vendez un produit, quand les personnes et nos clients recherchent une prestation ou recherchent un produit, ils vont regarder les 3-4 produits similaires à ce qu'ils recherchent qui vont être immédiatement disponibles sous leurs yeux. Ils ne vont pas faire l'effort de rechercher de manière exhaustive l'ensemble de solutions qui existent sur le marché pour ensuite prendre leurs décisions. D'où l'importance d'avoir une stratégie de visibilité et aussi une stratégie de communication pertinente, dans le sens où si demain vous voulez vous former sur le business, vous n'allez pas chercher 40 000 formations business différentes pour pouvoir les comparer. Ou alors très peu d'entre vous vont le faire. Vous allez peut-être chercher et comparer les 4-5 plus grandes formations business dont vous avez déjà entendu parler, les comparer rapidement et prendre votre décision. Ce qui fait que la personne chez qui vous allez finir par acheter cette formation business, ça ne veut pas dire que ce sera la meilleure, mais ça veut dire que selon votre propre jugement et la part des choses que vous faites entre rapidité, facilité de décision et profondeur et exhaustivité de votre recherche, c'est un curseur qui va vous convenir en termes d'équilibre. Donc ça, c'est le biais de disponibilité. Et la manière de l'utiliser, vous, en tant qu'entrepreneur, c'est de vous dire comment est-ce que je m'assure d'être disponible en termes d'informations et de services, et ou de produits, si vous vendez des produits, aux yeux de mes clients. Il nous reste 2 biais à voir ensemble. J'espère que vous êtes aussi excités que moi. J'adore vous faire cette liste exhaustive, ça me plaît beaucoup cet épisode de podcast. Notre biais suivant, c'est le biais des coûts irrécupérables, dont vous avez très certainement aussi déjà entendu parler. Le biais des coûts irrécupérables, c'est de considérer les coûts déjà engagés dans une décision et de s'empêcher ou d'avoir du mal à changer de direction parce que vous avez déjà investi trop dans une décision, dans une situation. L'exemple typique, c'est j'ai du mal à changer de stratégie parce que j'ai déjà mis tellement de temps, tellement d'énergie, peut-être même aussi tellement d'argent
dans une stratégie particulière que si je change, ça veut dire que tout ce que j'ai déjà mis en place, je l'ai perdu. Alors que c'est jamais vraiment le cas. Autre exemple, c'est toutes ces personnes qui n'osent pas se reconvertir, qui n'osent pas changer de métier, qui n'osent pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont investi du temps, un diplôme, de l'argent, de l'énergie, elles ont peut-être eu plusieurs promotions, elles ont monté les échelons de l'entreprise, elles se disent mais si je me reconvertis maintenant, c'est comme si je m'essuyais les pieds sur tout le travail déjà effectué. Donc ça, c'est le biais des coûts irrécupérables où on reste dans une situation qui ne nous convient pas sous prétexte et sous excuse qu'on a déjà trop investi par le passé dans cette situation donnée. Encore une fois, on n'est pas là pour dire si c'est bien ou pas bien, mais c'est un biais cognitif. Et enfin, le dernier effet cognitif que je voulais vous partager, c'est ce qu'on appelle l'effet Barnum. L'effet Barnum, c'est d'accepter une vague description comme s'impliquant spécifiquement à soi-même. Et l'exemple incroyable pour décrire l'effet Barnum, c'est l'horoscope. L'horoscope, c'est le truc le plus large et non précis qui existe au monde, et pourtant, on va trouver une raison de se l'approprier. Et on va trouver une raison de se dire « ça parle de moi ». Parce qu'on a tellement envie d'être vu, on a tellement envie d'être compris dans toute notre singularité, on a envie de se dire « je suis unique », que souvent, on va avoir tendance à s'approprier et à voir que un certain côté d'une réalité pourtant très globale. Et c'est aussi pour ça que bien souvent, quand on a un test de personnalité où on nous dit « oui, vous êtes un petit peu rare, vous êtes le profil le plus minoritaire, il n'y a qu'un faible pourcentage de personnes comme vous », et vous vous dites « ah, ça me correspond vraiment, effectivement, c'est vraiment moi ». Effet Barnum à 200%. Voilà les amis, pour cette liste exhaustive des biais cognitifs les plus répandus en entrepreneuriat. Encore une fois, il en existe plein d'autres, mais c'était ceux qui me paraissaient les plus pertinents à vous partager. Est-ce qu'il faut chercher à supprimer ces biais cognitifs? Est-ce qu'il faut chercher à ne plus réfléchir à travers ces raccourcis de notre cerveau? Absolument pas. Vous l'avez compris, nos biais cognitifs font partie de nous et c'est OK d'en avoir. C'est même OK que ce soit la majorité de nos prises de décision. Mais ce que j'aimerais vous transmettre avec cet épisode de podcast, c'est qu'il faut aussi apprendre à se méfier des prises de décision trop rapides. Et on va dire se fier aux vieux adages qu'on connaît tous. Le premier étant la nuit porte conseil, sous-entendu ne prenez pas de décision impulsivement sur le moment. Et la seconde, tournez cette fois la langue dans sa bouche avant de parler, ne pas réagir tout de suite sous le coup de l'émotion, mais prendre le temps de laisser la logique et le côté plus rationnel donner son point de vue aussi dans notre cerveau. La deuxième piste que j'avais aussi envie de vous proposer, c'est d'explorer un petit peu ce mode automatique de notre cerveau, vs le mode adaptatif, et d'essayer de tenter de faire un petit peu plus de place à l'adaptatif, parce que c'est comme ça qu'on construit des nouveaux circuits neuronaux, et c'est comme ça qu'on construit aussi sa pensée et sa vision du monde. C'est-à-dire qu'on peut opposer la routine à la curiosité. Donc la routine, c'est le mode automatique de notre cerveau, la curiosité, c'est le mode adaptatif. On peut opposer la persévérance à la souplesse, s'autoriser à changer d'avis, à s'adapter, à pivoter. On peut opposer la caricature à la nuance. Toute opinion, quelle qu'elle soit, est discutable et on peut trouver des bons arguments et des mauvais arguments. On peut trouver les avantages et les inconvénients à n'importe quelle situation. On peut comprendre les arguments de n'importe quel discours. Caricature vs nuance. Et ensuite, on peut opposer la pensée commune, donc là c'est mode automatique de notre cerveau, à notre opinion personnelle. De se dire, ok, je suis d'accord avec la majorité de la foule, la majorité pensante, avec l'image sociale, pourquoi pas, mais pourquoi est-ce que je suis d'accord ? Et apprendre à exercer aussi son esprit critique et à forger ses propres opinions sur des sujets spécifiques. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire de nos biais cognitifs des choses positives pour nous, parce qu'encore une fois, ils peuvent être positifs, tout en se méfiant et en arrivant à nuancer les effets plus négatifs qu'on peut rencontrer parfois. Voilà les amis pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore une fois, on était un peu en dehors des sentiers battus de ce que je peux parfois proposer sur ce podcast, mais ça m'a fait très plaisir de parler de tout ça avec vous. Si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à venir me faire un petit message sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé, même si ça vous a déplu d'ailleurs aussi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde!